Oui, bonjour à tous. Le webinaire va commencer dans 2, 3 petites minutes. Je vais attendre que tout le monde, les gens finissent de se connecter avant de commencer. Merci à vous. Donc, on va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire et merci pour votre présence. Mon nom est Valérie Lefebvre et je serai votre modératrice pour cet après-midi au webinaire qui va être présenté par mon collègue Denis Gariepi et mon collègue Aurélien Poléa qui sera avec nous pour la période de questions. Le sujet abordé cet après-midi, c'est l'art de la sélection d'un système de dégrillage. Donc, vous devriez, là, on le voit à la lecture aussi, là, vous devriez actuellement m'entendre. Si vous avez des options sur le côté droit de votre écran, étant donné que nous sommes nombreux sur l'appel, nous avons tous mis les micros en mode silencieux. Donc, en tout temps, durant le webinaire, pas obligé d'attendre à la fin, là, vous êtes invités à nous écrire vos questions. Nous aurons une période de questions justement à la fin du webinaire. Vous allez dans l'onglet « Questions » à droite de votre écran. Puis, si jamais, durant la période de questions, on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, inquiétez-vous pas, on va communiquer avec vous à la fin, dans les jours qui suivent plutôt, pas à la fin du webinaire, mais dans les jours qui suivent. Donc, sûrement parmi vous, il y en avait plusieurs qui étaient là, peut-être dans les webinaires du mois de mai. Au mois de juillet, nous en avons 2, dont incluant celui d'aujourd'hui. Puis, nous en aurons un autre en anglais, cette fois-ci, le 15 juillet prochain. Vous pouvez également, c'est ça, sur la diapositive précédente, là, vous pouvez, comme c'était le cas dans les anciens webinaires, vous pouvez aller sur le site de veoliawatertechnology.ca pour aller voir et revoir les webinaires qui ont été présentés, soit du mois de mai ou du mois de juillet ici. Et puis, pour ce qui est, vous avez un site encore plus complet d'une multitude de webinaires. Sur veoliawatertech.com, il y a des webinaires en anglais également que vous allez pouvoir visionner en tout temps. Dans les prochains jours, vous allez recevoir, vous êtes participant aujourd'hui du webinaire, vous allez recevoir un certificat de participation de formation continue pour vos ordres professionnels. À la fin du webinaire, vous serez invité à répondre à notre sondage, puis en répondant au sondage, vous aurez la chance de gagner une carte cadeau de 25 $. Donc, la plupart d'entre vous nous connaissez sûrement, j'espère. Nous sommes le leader mondial dans le domaine du traitement des eaux avec plus de 350 technologies conçues par et pour les opérateurs.
Nous offrons une ingénierie complète de solutions de traitement d'eau ainsi qu'une gamme de services pour améliorer vos performances opérationnelles. On est basé, la maison mère de Veolia Water Technologies Canada est basée à Montréal, mais avec différents bureaux satellites à travers le Canada. Donc, pour ce qui est des présentateurs aujourd'hui, le principal présentateur, comme je vous ai dit précédemment, c'est mon collègue Denis Gariepi. Denis Gariepi est le représentant au développement des affaires chez Veolia depuis près de 20 ans. Et il est la personne responsable du marché municipal pour l'Ouest du Québec, parce que pour l'Est, c'est moi. Donc, pour l'Ouest du Québec, il fait la promotion des technologies offertes par Veolia. Ses secteurs d'expertise sont l'eau potable, les eaux usées et les boues. Il est directement impliqué avec les consultants et les municipalités dans l'élaboration de solutions optimisées. Denis possède un diplôme collégial en technique d'assainissement des eaux depuis 1988 et travaille dans le marché de la vente technique dans ce domaine depuis presque 30 ans. Il est également membre actif chez Réseau Environnement. Pour ce qui est de mon collègue Aurélien Polia, il est le superviseur de l'équipe d'application et d'estimation des équipements chez Veolia. Donc, lui aussi, il est basé à Montréal. Avec plus de 20 ans d'expérience en ingénierie mécanique, Aurélien a 14 ans d'expertise dans le domaine des eaux usées municipales. Il a rejoint Veolia en 2009 en tant que spécialiste d'application pour la division pré-traitement. En 2015, il a pris en charge l'équipe d'estimation de l'ensemble des équipements, incluant le pré-traitement, et pour ça, pour toute l'Amérique du Nord. Aurélien est diplômé en ingénierie mécanique et design industriel de l'Université de technologie de Compiègne en France. Je passe donc la parole à mon collègue Denis Gariepi. On se revoit, plutôt vous me réécouterez lors de la période de questions. Merci beaucoup. À toi la parole, Denis. Merci beaucoup, Valérie. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Sinon, vous me ferez signe ou vous informerez les gens par question. Donc, aujourd'hui, tel que mentionné, je vais parler de l'art de sélection du dégrillage. Bon, le dégrillage, c'est un sujet très important en traitement des eaux usées, mais il y a certaines informations qui sont quelquefois incertaines. Donc, on va faire notre possible pour essayer de vous donner le maximum d'outils pour faire des bonnes sélections. Donc, le contenu d'aujourd'hui, je vais passer au travers des objectifs et des problématiques du dégrillage. Je vais parler des différentes technologies de dégrillage. Je vais également parler du protocole de validation qui a été fait par UQuIR. On va également analyser les résultats de cette compagnie-là, de cette association-là. Ensuite de ça, je vais vous aider à trouver comment choisir la bonne technologie. Et je vais terminer avec quelques conclusions et recommandations. Vers la fin, rapidement, je vais quand même vous présenter la gamme de dégrilleurs disponible chez Veolia. On l'appelle la gamme de dégrilleurs John Meunier pour se rappeler notre passé. Et je vais également prendre 3-4 diapositives pour vous parler du dessablage, qui est un très bon complément au dégrillage, qui est régulièrement oublié, mais qui devrait être plus fréquemment utilisé. Donc, on va vous en parler un petit peu vers la fin. Donc, quels sont les objectifs du dégrillage? Bon, je crois que tout le monde le sait, c'est de retirer les solides inertes de la chaîne de traitement. Pourquoi on va faire ça? Bon, bien sûr, pour améliorer la performance des procédés qui sont situés en aval, pour améliorer la qualité des boues. Donc, une meilleure boue est toujours plus facilement valorisable. Et améliorer la qualité et l'aspect de l'eau à traiter pour les traitements subséquents. Un autre objectif qui est très important, surtout pour l'opération, c'est de réduire les coûts d'entretien liés à des mauvais fonctionnements des systèmes qui seraient en aval. Donc, exemple, tout équipement qui serait usé de façon prématurée, soit par de l'usure ou de l'abrasion, amène naturellement des augmentations de coûts d'opération. Et aussi, tout ce qui est colmatage amène des arrêts de traitement potentiels ou même des débordements en réseau, qui est quelque chose qu'on ne peut pas, du moins qu'on peut faire de moins en moins. Un autre objectif qui n'est pas négligeable du tout, c'est que les technologies évoluent et de plus en plus, les technologies performantes exigent du pré-traitement performant, donc du dégrillage performant. Donc, si pour une municipalité, on veut voir à long terme, on a avantage à faire un dégrillage plus performant pour toute technologie future qui pourrait s'implanter dans une municipalité dans le futur. Des problématiques pour ceux qui sont
qui participent en tant que gens de ville ou de municipalité, je crois que vous êtes très conscients de ce qu'on voit comme photo. Donc, les problématiques sont reliées souvent avec un mauvais dégrillage ou un dégrillage insuffisant, avec des blocages de pompe, des problématiques au niveau des agitateurs mécaniques qui pourraient à quelque part même créer des débalancements et des bris très rapides. Et aussi, de plus en plus, on s'en rend compte, c'est les diffuseurs fines bulles qui perdent beaucoup d'efficacité avec ce que je me permets de dire, la formation d'une perruque artificielle par les filasses. Donc, toutes ces problématiques-là fait que soit qu'on va avoir un traitement subséquent insuffisant, ou dans le cas de la diffuseur, on va demander plus d'air pour être capable d'aller chercher le même transfert d'oxygène. Donc, plus de coûts énergétiques. Les technologies de dégrillage, il y en a plusieurs. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il existe principalement deux grandes familles. Donc, on a la famille qu'on appelle unidirectionnelle et la famille bidirectionnelle. Les deux ont leur raison d'être. Je veux dire, il n'y en a pas une meilleure que l'autre au niveau de toutes les installations. Chacune a leur force et leur faiblesse. Et je vais essayer justement de vous donner le maximum d'informations sur ce sujet-là, comme je vous ai mentionné initialement. Donc, dans les unidirectionnels, qu'on appelle plus souvent des dégrilleurs à barreaux, on va retrouver des dégrilleurs qui peuvent avoir des espacements de barreaux de 1 mm. C'est plus souvent plus 3 mm et plus, mais ça peut aller jusqu'à 1 dans certains cas, jusqu'à 100 mm d'espacement. Donc, à ça, on va trouver des dégrilleurs à barreaux avec un nettoyage amont vers l'aval ou aval vers l'avant. Ça peut être avec des râteaux uniques ou des râteaux multiples. Et je vous dirais que c'est vraiment la profondeur du canal qui va souvent déterminer les râteaux uniques ou multiples. Il y a également des grilles à barreaux courbés, que je vais vous montrer un peu plus loin, et des grilles de barreaux de type escalier qu'on appelle communément le step screen. Dans les technologies bidirectionnelles, là, on ne parlera plus de barreaux, on va parler de perforation ou de maille, ou de mèche, ou pour quelqu'un qui est plus visuel, l'équivalent de moustiquaire à quelque part. Donc là, on va parler d'espacement de 1 mm. C'est fréquent. Je veux dire, ça peut arriver surtout dans des technologies de traitement comme membranaire. Et ça peut aller jusqu'à 10 mm et même peut-être un petit peu plus. Dans cette famille-là, on va retrouver des grilles à panier et vis, que je vais vous montrer des images un peu plus loin, des grilles à tamis semi-cylindriques, les plaques perforées, les bandes rotatives, les tamis rotatifs. Il y en a d'autres également. Donc, c'est une courte liste de technologies ou de types de dégrilleurs, mais naturellement, il y en a d'autres qui peuvent s'associer dans les deux groupes. Pour les visuels, encore une fois, je pense que l'image vaut 1000 mots. Dans un cas, c'est des barreaux, donc c'est vraiment des lignes verticales avec des barreaux d'une certaine épaisseur, d'une certaine distanciation. Et du côté droit, on voit l'équivalent d'une plaque perforée. Un mèche, ce serait sensiblement la même chose. Au lieu d'être des ouvertures rondes, ce serait peut-être plus carré à ce moment-là ou oblongue. Et on voit le petit dessin qui montre un peu là, géométriquement à quoi ça peut ressembler. Le petit dessin qui est là m'amène à vous parler de la performance. C'est certain que de façon très schématisée, si on demandait à un jeune enfant de m'expliquer lequel est le plus performant, je crois que sa réponse serait assez simple, il aurait tendance à dire bidirectionnel. Pourquoi? Parce que si on regarde sur un graphique en axe X, Y, Z, je pense que c'est assez évident que unidirectionnel devrait être très efficace en X, mais potentiellement moins efficace en Z et en Y. Tandis que le bidirectionnel en X et en Y, il va toujours être bien performant. Mais la seule façon qu'une pièce ou qu'un déchet pourrait passer, ce serait vraiment comme une flèche au travers de l'ouverture. Donc, automatiquement, on peut se permettre de croire que la performance du bidirectionnel devrait être pas loin de 50% en tout cas 2 fois plus, je m'excuse, mais 2 fois plus performant. Quelques exemples de dégrilleurs de type unidirectionnel. Bon, le côté gauche, on parle d'un dégrilleur à barreaux vertical. C'est une des technologies que je vais vous parler plus tard, mais qui est vraiment un produit vedette chez Veolia. On a aussi les râteaux uniques inclinés. Souvent, ce dégrilleur-là va faire un nettoyage de l'amont vers l'aval. Donc, c'est important de bien considérer qu'il risque d'y avoir peut-être un colmatage en amont avec une roche ou un débris majeur. Donc, ça prend quand même des dégrilleurs qui permettent d'avoir un mouvement du râteau dans les deux directions pour permettre un déblocage, chose qu'on ne vivra pas avec un dégrilleur comme celui de gauche, qui est un nettoyage de l'aval vers l'amont. Donc, on va ramener les déchets vers l'avant, dans le fond. Il y a également des râteaux multiples, qui est comme le râteau unique, mais pour des profondeurs plus importantes, toujours avec un nettoyage de l'amont vers l'aval. Et il y a également le dégrilleur de type escalier, que je me permettrais de dire que c'est un nettoyage circulaire, c'est-à-dire que
On prend les déchets d'un palier inférieur, on le monte sur le palier supérieur et on fait ça à répétition jusqu'à ce que le déchet arrive en haut du dégrilleur où il y a la décharge des déchets. Dans le bidirectionnel, on va avoir l'escalier mobile, donc un dégrilleur où on a un mur en forme un peu d'escalier, si je pourrais dire, mais où le mur au complet est déplacé et nettoyé en haut, au point de chute. Ce type de dégrilleur-là, habituellement, est un peu incliné et c'est des plaques perforées. Le tamis rotatif, ça peut être perforé, ça peut être aussi des mailles. Lui, c'est un dégrilleur qui a un très gros avantage d'avoir zéro court-circuitage. J'en parlerai un petit peu plus loin. Ensuite, ça, le panier à vis perforé, le panier et vis perforé, je m'excuse. Celui-là, c'est un dégrilleur où le panier il est stable, c'est-à-dire la grille ne bouge pas. Et c'est la vis qui va tout simplement frotter avec ses brosses les déchets pour les monter jusqu'en haut. Et le dernier qui est à droite, qui est à bande rotative, qui est le type de dégrillage le plus performant et qui est souvent vraiment vertical. Lui peut être fait de façon plaque perforée ou avec des mailles. Le protocole d'évaluation. Le protocole d'évaluation, c'est quelque chose qui était, c'est une étude qui a été réalisée, ou plusieurs études qui ont été réalisées en Royaume-Uni et qui étaient financées par les compagnies d'opération. Donc, ce qui est très important, c'est que le fait que ce n'est pas aucun manufacturier qui a décidé d'investir dans cette étude, ça rend cette étude un peu plus neutre, donc moins orientée vers des types de technologies en particulier. Puis, comme c'est écrit sur la diapositive, c'est vraiment un organisme qui est indépendant de recherche. Donc, dans le fond, le but de cet organisme-là est d'aider les gens de gestion et d'opération d'usine. Les tests, tant qu'à eux, ont été exécutés par un laboratoire qui est également établi en Angleterre, qui s'appelle le NSEF. Et il a présenté ses premiers résultats en 1999, mais il y a eu des études complémentaires qui ont rajouté de l'information en 2011 et qui ont rajouté aussi de l'information en 2016. Donc, voilà. Ensuite, ce qui est important de mentionner aussi, bon, il y a plus de 45 grilles qui ont été évaluées à ce jour, là, en date de l'étude 2016. On me dit que le son coupe un peu, donc je m'en excuse. Je vais essayer de parler un peu plus lentement pour espérer que le son ne vous crée pas d'inconvénients. Il y avait deux objectifs principaux à ces études. La première était justement de vérifier de façon quantitative l'efficacité du dégrillage. Donc, je vais parler plus tard à quelques reprises du PCD, qui est le pourcentage de capture des débris ou des déchets. Donc, soyez pas surpris quand je parle du PCD, dans le fond, c'est la performance. Et l'étude avait aussi pour but d'évaluer les pertes de charge pour faire face à des contraintes potentielles hydrauliques, surtout sur des installations existantes. Le banc d'essai que je vais vous montrer un peu plus gros dans la prochaine diapositive, qu'on considérait, ou plutôt prenait en compte un affluent municipal à partir d'un réseau combiné, ce qui est sensiblement ce qu'on trouve un peu partout au Québec. Et le débit qui alimentait ce système-là était de l'ordre de 200 litres seconde. Donc, si on voit un petit peu plus gros, il y avait une pompe, il y avait un système de mesure de débit pour justement maintenir le débit au même débit pour tout le monde. Et il y avait un test tank ou un bassin d'essai où la grille est installée. Ce que le protocole d'essai voulait faire, c'est de faire 12 tests. Donc, 6 tests en mode statique où la grille, on la laisse contaminer, se colmater le plus possible, et 6 tests en mode dynamique où la grille est en mouvement. Comme vous pouvez voir, eux, il y avait la quantité de déchets en X qui alimentait le dégrilleur. Il y avait la quantité de déchets en Y qui était retirée du dégrilleur et la quantité de déchets en Z qui passait au travers du dégrilleur. Donc, afin d'aller éliminer le plus la portion liquide de ces déchets-là, en Y, il faisait passer tous les déchets sur une plaque d'égouttage avec une perforation de 3 mm. Et dans le cas de X et Z, il prenait des échantillons, il les passait au travers de sacs, des coupes à sacs, pour être capable d'aller enlever l'eau, aller chercher seulement la partie débris solide. Donc, en image, on peut voir en mode statique, on encrasse, on fait un blinding en bon français. Donc, on met vraiment, on s'organise pour aller chercher le maximum de colmatage possible. Et en mode .
dynamique, on a un dégrilleur qui est quand même passablement propre. C'était la même chose pour la technologie unidirectionnelle et bidirectionnelle pour tous les types de dégrilleurs. Comment maintenant calculer le PCD? Très simplement, la quantité de déchets relevés ou retirés par rapport aux quantités de déchets qu'il y avait à l'intérieur de l'eau et multiplié par 100. Mais dans certains cas, comme on ne pouvait pas nécessairement aller mesurer simultanément le Y et le Z, à ce moment-là, on pouvait y aller avec la valeur de Y divisée par la valeur de Y plus Z. Donc, vous voyez les formules. Et il y avait une autre option aussi dans le cas où la décharge en Y ne se faisait pas assez près du moment du passage de l'eau. Donc, à ce moment-là, on prenait plus les valeurs de X et de Z dans le calcul du PCD. Tous les résultats combinés ont amené une efficacité moyenne par type de technologie. Ce qui est très important, puis ça, c'est un point très important à mentionner, le comparatif a été fait dans ce tableau-là sur des ouvertures de 5 à 6 mm, mais on voit des similitudes quand on prend des ouvertures de 3 mm. Et quand je parle d'ouverture, ça peut être les ouvertures circulaires, ça peut être les ouvertures carrées en fonction d'un mèche, ou ça peut être aussi l'espacement entre les barreaux. Donc, la valeur qui est là correspond vraiment à l'ouverture, que ce soit circulaire ou barreau. Donc, la dégrilleur à bande rotative allait chercher 75 à 85 d'efficacité au niveau du PCD, ce qui est la meilleure technologie au niveau efficacité. Puis dans le cas du 3 mm, je crois qu'il allait chercher autour de 92 à 95. Donc, ça donne une idée, mais tout le monde paraît mieux à 3 mm, c'est bien évident, mais à peu près sous la même proportion. Les plaques perforées, eux, allaient chercher 70 à 80 Les dégrilleurs fins à panier et vis rotatives allaient plus autour de 50 à 60 et ça, malgré le fait que c'était des plaques perforées. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tantôt que la performance de ce type de dégrillage-là était un petit peu inférieure. Il ne faut pas oublier que le déchet qu'on retient dans ce type de dégrilleur-là, qui est représenté à la photo 3, on doit le déplacer, le déchet. Donc, en le déplaçant, il est possible qu'on lui permette de continuer son chemin. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et finalement, l'ensemble des dégrilleurs à barreaux et type escalier, donc toute marque et tout modèle confondu, jouaient entre 30 et 45 d'efficacité. Si maintenant on prend ces résultats-là et on essaie de les analyser un peu plus en détail, ce qui est important, c'est que le but de l'étude était, comme c'est écrit dans la petite ligne bleue en bas, était de reproduire le plus efficacement possible le procédé de dégrillage d'eau usée. C'est-à-dire, normalement, un dégrilleur en eau usée va être propre, il va se colmater, on va le nettoyer, il va revenir propre, il va se colmater, il va revenir. Donc, eux, en faisant une intermittence logique entre le mode statique et le mode dynamique, ça permet d'être représentatif de la réalité en eau usée. Donc, pour vous résumer encore une fois, le mode statique, le dégrilleur ne bouge pas, il n'y a aucune pièce qui bouge, et on dit à ce moment-là que le dégrilleur est en mode colmatage. En mode dynamique, au contraire, là, le dégrilleur est en mouvement, ses composantes bougent, et le dégrilleur est en mode nettoyage en même temps. C'est bien évident qu'un dégrilleur qui demeurerait en mode statique très longtemps deviendrait 100% efficace. On est d'accord avec ça. Il y aurait un PCD à 100%, mais il y aurait aussi un débordement d'eau en amont à 100%. Donc, ça prend un équilibre, comme on dit. Si on y va un peu plus sur l'analyse des résultats qu'eux ont fait, quand on compare une technologie unidirectionnelle avec une technologie bidirectionnelle, ce qu'on voit, c'est que le mode statique, qui est en rose, et le mode dynamique, qui est en jaune, est très différent. Dans le cas du unidirectionnel, le colmatage, il est beaucoup plus lent, mais il faut dire que le niveau d'efficacité, lorsque la grille est 100% propre, est quand même inférieur. Donc, c'est normal. Et on va toujours tenter de colmater le plus possible. Donc, le colmatage est lent. Il peut atteindre quand même une valeur de colmatage quand même intéressante. Il y a une grande variation de l'efficacité. Donc, il peut passer de 25 à 70 80 même si on veut vraiment le pousser au maximum au niveau colmatage, tout en ayant potentiellement des contraintes hydrauliques cependant. Et le nettoyage, il est peu fréquent. Donc, au niveau de l'usure, ça peut être plus long, mais il faut dire que ça diminue considérablement aussi l'efficacité et très rapidement lorsqu'il est en mode nettoyage. Dans le cas du bidirectionnel, le colmatage est graduel. Donc, c'est un colmatage un peu plus rapide quand même. L'efficacité est quand même relativement stable parce que même lorsque la grille est propre, on va chercher un pourcentage de capture des déchets ou des débris de l'ordre de 70 et plus dans certains cas. Et le nettoyage, par exemple, il va être plus fréquent à cause de ça, parce que le fait qu'on part avec un plus grand taux d'efficacité, ben, on ne veut pas se rendre
à 100% de performance. Donc, c'est certain qu'il faut le nettoyer plus souvent. Comme mentionné dans la partie de droite, naturellement, ça a une performance supérieure. On parle de 70 à 85%, comme je disais dans la diapositive précédente, alors que le unidirectionnel peut aller de 30 à 45, dans certains cas 50%. Pour nous permettre de se confirmer ce genre de résultats-là, on s'est fait nous-mêmes un petit test maison, si on peut dire. On était installé un filtre grillagé qui avait 6 mm de perforation, donc des trous, à la sortie d'un dégrilleur à barreaux de 6 mm. Puis ce qu'on a réalisé, c'est qu'après quelques heures, on voyait déjà des débris s'accumuler. C'était majoritairement des filasses. C'est un peu normal parce que dans des barreaux, les filasses ont plus de facilité à passer que dans une perforation ou un mèche. Gardez en tête que je parle de plaques perforées beaucoup, mais les dégrilleurs de type mèche ressemblent au niveau performance à ce que je vous montre actuellement. Et si vous voyez les dessins, bon, désolé pour ceux qui viennent de terminer leur lunch, mais à 48 heures, on s'apercevait que la grille ne laissait passer pratiquement plus rien. Donc, c'est quand même assez rapide le colmatage et ça démontre justement la différence de performance entre des barreaux 6 mm et des perforations ou des mèches de 6 mm. Donc, si on analyse plus en profondeur et en résumé ces résultats-là, il y a 4 critères qui expliquent les résultats. Le premier, je le dis depuis le début, c'est la technologie elle-même. Donc, on voit très bien, selon l'étude, que unidirectionnel va toujours moins performer que bidirectionnel. Peu importe son mode actif, c'est-à-dire en mode mobile ou immobile, donc en mode colmatage ou nettoyage. Le principe d'enlèvement est aussi très important. Tantôt, j'ai mentionné pourquoi il y a certains dégrilleurs, celui qui était à panier et vis était plus de l'ordre du 50 à 60%. C'est parce que le déchet est retenu sur une grille, mais on doit prendre une brosse pour le déplacer par la suite. Donc, chaque fois que vous bougez un déchet, vous lui permettez de changer son orientation, c'est-à-dire d'aller en X, Y, Z, vous lui permettez peut-être de se déchiqueter un peu, de s'endommager, donc finalement de continuer son chemin. Et aussi, bon, le fait qu'on frotte une brosse sur une grille, bien, ce qui était vraiment collé sur la grille peut potentiellement être poussé au travers de la grille, comme le principe de pousser au travers de moustiquaires sur une composante quelconque, un moustique ou peu importe, là, que vous pourrez forcer à passer au travers. L'autre point aussi important, c'est la qualité de la conception et de l'assemblage. Ça, c'est vraiment spécifique à la qualité du produit. Donc là, on ne parle pas de technologie en soi, on parle de qualité de produit, où les joints d'étanchéité, les tolérances doivent être très importantes. Exemple, si vous avez un dégrilleur qui a des espacements de 3 mm, mais que les espaces entre le muret de béton et le dégrilleur de 6 mm, il y a des bonnes chances que la performance soit diminuée de façon importante. Et le dernier point, c'est le carry-over. Bon, traduction du carry-over étant carry-over, c'est si on est capable de retenir des déchets, bien, on veut être capable de les retirer sans les retourner dans l'effluent. Donc, c'est la portion où tout ce qu'on va bouger vers le point de chute des déchets, on veut s'assurer que le nettoyage soit le plus efficace possible afin de ne pas ramener de déchets en aval du dégrilleur. Donc, comment choisir la bonne technologie? Considérations hydrauliques sont très importantes. La première, bon, qui est un peu moins hydraulique, mais qu'est-ce qu'on veut protéger, comme je vous disais au début, en aval du procédé? Donc, ça devrait vous donner une indication assez claire quel type de dégrilleur vous devriez installer et surtout quel diamètre ou espacement de barreaux que vous aurez besoin. Si vous voulez protéger des pompes dans une station de pompage, ce n'est pas la même chose que si vous voulez protéger une technologie membranaire en traitement d'eau usée, par exemple. Donc, chaque technologie a certaines restrictions ou certaines contraintes qui vous amènent à choisir le dégrillage en conséquence. L'autre considération, c'est est-ce que c'est une nouvelle installation ou c'est une installation existante? Parce qu'une nouvelle installation, habituellement, vous donne quand même une meilleure marge de manœuvre. Une installation existante va vous contraindre au niveau de la dimension des canaux, puis aussi au niveau de l'empreinte disponible si c'est à l'intérieur d'un bâtiment. Donc ça, il faut que ça soit considéré. Et finalement, les paramètres hydrauliques, c'est certain qu'un dégrilleur doit très bien performer à débit moyen, mais il doit surtout être capable de prendre des débits de pointe instantanés. Donc, la sélection ou le dimensionnement d'un dégrilleur doit considérer les débits de pointe hydrauliques. Ça, c'est hyper important quand on va parler tantôt des vitesses d'approche, parce que souvent, des grosses variations entre le débit moyen et le débit de pointe amènent des choix un peu plus difficiles au niveau technologique. Et finalement, un élément de contrôle. Ce qu'on veut faire, comme c'est mentionné
comme c'était mentionné précédemment, on veut optimiser l'encrassement ou l'encrassement de la grille, mais on veut surtout permettre une bonne opération de l'équipement. C'est-à-dire, on ne veut pas faire un encrassement trop prononcé parce qu'on va amener des contraintes de refoulement trop importants et potentiellement de débordement en amont du dégrillage. Donc, c'est un équilibre. Autre contrainte hydraulique, ce qui est important, il y a 3 points très importants, surtout pour les films d'ingénierie que je partage cette information-là, c'est ça prend un dégagement hydraulique. Comme j'expliquais, lorsque la grille est obstruée à 50 %, nous, on recommande souvent environ 600 mm, 24 pouces de dégagement hydraulique, afin que si, pour une raison X, le dégrilleur est passablement encrassé de l'ordre de 40 % et qu'un coup d'eau arrive avec un lessivage des conduits, ce qu'on appelle souvent des first flush, on veut s'assurer que le dégrilleur est capable d'en prendre et que la perte de charge à la grille ne fera pas rehausser le niveau de façon trop importante en amont pour que ça déborde sur le plancher. Donc, le dégagement hydraulique, qui est variable d'une installation à l'autre, doit être pris en considération. L'autre point, c'est la vitesse au travers de la grille. Pour aller chercher un dégrillage optimal, on cherche 1 mètre seconde. Bon, 0,7 à 1,2 mètre seconde. Trop lent, c'est inutile, on va surdimensionner les équipements. Trop grand, on va ni plus ni moins répéter ce que je mentionnais tantôt, c'est-à-dire pousser un moustique au travers d'un moustiquaire. Donc, on va diminuer la performance du dégrillage en mettant trop de pression au niveau de la grille, puis on va finalement permettre à certains déchets qui seraient normalement retenus de passer au travers. Et le troisième point, c'est la vitesse d'approche. On veut une vitesse d'approche idéalement au-delà de 1 pied seconde ou 0,3 mètres seconde, dans le but de ne pas faire d'accumulation de déchets en amont de la grille, qui permettrait à ce moment-là d'avoir une trop grande charge de matière ou de déchets lorsqu'un coup d'eau arrive. Donc, une pluie importante ou une fonte ou quelque chose comme ça. Autre point hydraulique aussi, puis ça c'est important que je le mentionne parce que c'est quelque chose qui est un peu méconnu. Il y a certains types de dégrilleurs dans le marché qui vont fonctionner avec ce qu'on appelle du nettoyage partiel. En faisant ça, on a l'avantage que la quantité de déchets qu'on a accumulés continue à s'épaissir, en même temps continue à aller chercher une meilleure performance. Donc, quelque part, on vient dans l'ensemble potentiellement augmenter la performance globale de l'équipement. Sauf qu'il y a quelque chose qui est un peu inadéquat là-dedans ou inexact, c'est lorsque l'eau arrive sur un plein mur de dégrillage, elle va toujours essayer de trouver l'endroit le plus facile pour passer. Donc, si on prend l'image actuelle, si la moitié de la grille est colmatée de façon importante, il est fort possible que l'eau qui va passer au travers de ces éléments filtrants-là va être très inférieure au 0,7 mètres seconde, mais en contrepartie, la vitesse qui va passer dans les panneaux qui sont plus propres va être de beaucoup plus inférieure à 1,2. Donc, en faisant ça, on va diminuer l'efficacité ou, si vous voulez, ramener la vitesse entre le 0,7 et 1,2, ça va vous obliger à élargir le canal de façon considérable et de dimensionner le dégrilleur en fonction du débit de pointe sur une plus faible hauteur d'eau que la réalité. Donc, c'est important de le considérer afin de ne pas faire de mauvaise sélection. Si on regarde le profil hydraulique sans dégrillage dans un canal, bon, je pense que je n'annoncerai rien de nouveau à personne. Le fond du canal qui est présenté en rouge, la ligne noire un peu plus épaisse qui représente le plancher d'opération et le niveau d'eau qui passe, c'est la partie hachurée bleue. Lorsqu'on rajoute un dégrilleur, automatiquement, on crée une perte de charge. Pourquoi? Si on a un dégrilleur qui a un 50 % d'ouverture, qui correspond à peu près à la plaque qu'on voit du côté droit, bien, le 50 % d'ouverture va faire que vous allez créer une restriction, donc une certaine élévation d'eau en amont. Cette partie-là est rarement problématique quand on fait du dimensionnement. Ce qui est un peu plus problématique, c'est la deuxième option. C'est lorsqu'on se ramasse avec un 50 % d'encrassement, qui représente à peu près ce qu'on voit en bas à droite, mais là, on se ramasse avec une perte de charge qui va être beaucoup plus supérieure. Donc, des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ça dépend toujours de l'inclinaison de la grille, ça dépend de la largeur du canal, ça dépend d'autres facteurs également que mon collègue Aurélien Pauléa pourra, sur des questions, peut-être élaborer au besoin. Mais c'est à cet endroit-là que le dégagement hydraulique devient important. Et c'est cette valeur-là, lorsque 50 % de colmatage, qu'on va ajouter un certain niveau de dégagement hydraulique de protection. Donc, comment choisir, si je voulais faire un résumé? Le dégagement hydraulique est très important, comme je vous l'ai mentionné. La vitesse d'approche, elle l'est également. Mais ce qui est encore plus important de tout ça, c'est la vitesse à la grille.
Et comme vous pouvez voir du côté droit, sans que je le lise au complet, il y a différentes façons de corriger les contraintes inadéquates de dégagement, de vitesse, etc. Mais dans certains cas, malheureusement, c'est que si le dégagement hydraulique est insuffisant, il est possible qu'on soit obligé de contourner une partie du débit en amont qui, en d'autres termes, s'appelle refoulement, qui, en d'autres termes, s'appelle peut-être du débordement en réseau. Puis pour la vitesse à la grille, ben, si à un moment donné la vitesse est trop importante, il faut trouver une façon pour limiter le débit. Donc diminuer la capacité de traitement. Cette diapositive-là, elle est très, très importante pour les villes, je crois. C'est ce qui est important quand on choisit un dégrilleur, c'est pas de choisir en fonction d'un type, d'un coût, d'un pourcentage d'ouverture, d'une technologie. C'est vraiment de déterminer quelle performance est requise. C'est-à-dire, quand je dis requis, c'est hyper important. Dans certains cas, on ne cherchera pas 70 de performance. Dans certains cas, 20-30 peut être suffisant. Donc, il faut premièrement déterminer quelle est la performance requise pour ne pas faire de compromis, parce que le but, c'est de protéger les procédés ou les équipements qui sont en aval, puis aussi, naturellement, sauver des coûts d'opération puis d'entretien qui seraient provoqués par de l'usure ou un malfonctionnement ou de l'abrasion ou des bris. Puis un dernier point pour les gens qui opèrent des usines de traitement par étang aéré facultatif, plus qu'on enlève d'inerte, meilleur le taux de capture est, meilleure la qualité des bouts biologiques va être également. Donc pour ceux qui veulent faire la revalorisation des bouts, il y a un avantage de faire le maximum de retrait de déchets à la base. Je me permets de dire toujours qu'un dégrillage devrait retirer ce que les gens ont mis dans les toilettes à la maison. Donc, c'est fait pour retirer ce qui n'aurait jamais dû se ramasser. Donc, en conclusion, l'important, c'est que le pourcentage de capture des débris, donc la performance, est directement relié au type de technologie ainsi qu'à la géométrie dimensionnelle. Donc, autrement dit, à la largeur des barreaux ou au diamètre des perforations ou à la grosseur du mèche. Mais de façon générale, toute technologie confondue, le rythme de colmatage est souvent proportionnel au débit. Bon, je pense que c'est tout à fait logique. L'efficacité, elle augmente avec le niveau de colmatage. Comme j'expliquais tantôt, si on pouvait se permettre de colmater à 100% des grilleurs, il serait 100% efficace, avec plein d'autres problèmes que vous connaissez, que vous pouvez comprendre. Le mode d'opération permet également d'augmenter le taux de capture lorsqu'il est applicable. C'est-à-dire, plus qu'on permet un encrassement important, plus qu'on va aller chercher un meilleur taux de capture. Mais encore une fois, plus qu'on risque d'avoir des contraintes hydrauliques. Donc, c'est un équilibre des deux. Le type de dégrilleur permet de conserver ou non le niveau de taux de capture. Ça, c'est le point que je mentionnais. Plus qu'un dégrilleur bouge les déchets retenus, moins il va être stable au niveau de son taux de capture. Donc, on a avantage d'avoir un dégrilleur qui retient les déchets et qui ne les manipule plus tant aussi longtemps qu'on ne les retire pas complètement à la zone de décharge. Et s'il y a manipulation de débris, tel que j'ai dit, bon, il y a une baisse générale du pourcentage de capture des débris. L'autre recommandation, puis ça c'est peut-être les trois questions que toute firme d'ingénierie et toute ville devrait se poser, puis les gens du ministère aussi lorsqu'ils analysent des demandes de CA. Comment on sélectionne un dégrilleur? Ben, en fonction du type de protection recherchée, ça c'est hyper important. 2, en fonction des performances requises, qui sont interreliées avec les protections recherchées. Et 3, et celle-là des fois elle vient jouer un peu des cartes, en fonction des limitations hydrauliques. Donc, c'est là que des manufacturiers comme Veolia peuvent aider les firmes d'ingénierie et les villes à trouver la meilleure option possible, quelquefois au détriment d'une performance ou quelquefois au détriment de contraintes hydrauliques. Juste avant de terminer, j'ai de repasser la parole à ma collègue Valérie. Je voulais quand même prendre quelques secondes pour vous présenter la gamme de pré-traitement qu'il y a chez Veolia. Donc, on l'appelle la gamme de pré-traitement John Munier en souvenir de notre passé. Donc, il y a des dégrilleurs à barreaux, il y a des dégrilleurs fins, soit avec des pièces mobiles ou plutôt des plaques perforées mobiles ou des plaques perforées fixes. Il y a toute la famille des convoyeurs, compacteurs, laveurs, dessableurs, vis d'assèchement. Et on a également des systèmes qui combinent dégrillage et dessablage dans une même unité. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais je parlais tantôt du ConFlow qui est beaucoup plus utilisé en dégrillage grossier et qui, honnêtement, est très intéressant pour protéger des stations de pompage. Beaucoup d'installations de ce niveau-là, avec des grosseurs, des longueurs et des profondeurs assez importantes. Un point important aussi sur celui-là, surtout pour une station de pompage, c'est qu'il y a un coup d'eau très important et que la grille ne suffit pas.
il y a quand même une surverse intégrée à ce dégrilleur-là qui est lorsque l'eau passe par-dessus la ligne de barreau. Donc, ça peut être intéressant. Et c'est très peu de colmatage au niveau de ce type de dégrillage-là, parce que le nettoyage se fait de l'aval vers l'amont. Donc, on ramène toujours les déchets vers l'amont. On empêche d'insérer des déchets entre les barreaux. Il y a des dégrilleurs de type multi-rake en bon français, donc nettoyage amont vers l'aval. On a également le dégrilleur à plaque perforée qu'on utilise beaucoup en traitement tertiaire également, puis aussi pour des prises d'eau potable, très intéressant quand on parle d'eau potable. Donc, colmatage, on peut se permettre un colmatage très important sur ce type de dégrilleur-là, d'où vient sa performance de l'ordre de 79 %. Ensuite de ça, on a le dégrilleur Rotark qui est une unité très compacte, qui est intéressante aussi pour les bouts de fosse septique, donc pour ceux qui ont à travailler avec ça. Et il y a l'avantage qui peut être soit installé en canal ou en cuve préfabriqué, comme on voit sur l'image actuellement. Et le dernier qu'on promouvoit beaucoup, qui est le dégrilleur SD, qui est un dégrilleur qui ressemble un peu à un tambour rotatif. Puis lui, il a l'avantage de permettre pratiquement aucun carry-over. Pourquoi? Toute l'eau doit rentrer à l'intérieur du tambour et la gestion des déchets se fait également à l'intérieur du tambour selon une rotation et un système de brosse interne. Donc, c'est très difficile d'avoir des bypass, si on peut dire, ce type de dégrilleur-là. On a aussi les autres types de dégrilleurs que je ne vous présente pas actuellement dans la famille. Donc, c'est toujours du cas par cas en fonction de chacun des projets et chacune des contraintes de projet. Tel que je vous avais mentionné, désablage, 3 petites diapositives pour vous dire à quoi ça sert le désablage. C'est une copie conforme au dégrillage. Donc, la seule chose, c'est qu'au lieu d'enlever des déchets, ça enlève des sables et des fines particules. Toujours dans le but d'améliorer les performances de traitement en aval. Toujours dans le but d'améliorer la qualité des bouts. Toujours dans le but d'améliorer la qualité et l'aspect de l'eau à traiter pour les procédés subséquents. Aussi, encore une fois, pour réduire les coûts, on sait très bien que du sable, ça fait du sandblast, donc ça peut potentiellement faire de l'abrasion et de l'usure prématurée sur des composantes en aval. Et ça peut également créer des accumulations, donc des plages à l'intérieur des installations qui permettraient ou qui obligeraient du nettoyage mécanique. Et comme dans le cas du dégrillage, certaines technologies sont fragiles au sable. On peut parler des technologies membranaires, entre autres. Donc, si on veut réduire les bris potentiels de procéder en aval, on a avantage à enlever le maximum de sable également. Donc, peut-être dernière diapositive pour montrer la famille de désableurs. On a 3 désableurs dans 3 familles de désableurs, si je pourrais dire. Le C, qui est un désableur classique qu'on voit régulièrement, qui performe très bien. Mais on a également le modèle V, plus performant pour des fines particules. Et tout récemment, depuis environ 1 an, le Biomectan, qui lui est d'une très haute performance pour aller chercher le maximum de sable lorsque c'est problématique dans certains procédés. Donc, ça fait le tour de ce que j'ai présenté. Je vais repasser la parole à ma collègue Valérie, puis je vous invite à poser des questions. Je serai là avec mon collègue Aurélien pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Donc, j'ai 2 petites questions pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter. En fait, Aurélien, est-ce que tu es sur la ligne avec moi? Oui, je t'entends, Valérie. Parfait. Donc, il y avait une première question par rapport aux matériaux qu'on utilise pour construire les dégrilleurs, les différents types de dégrilleurs. OK. Donc, le matériel qu'on utilise de base, quand il n'y a pas de contrainte particulière, ça va être de l'acier inoxydable 304. Donc, c'est ce qu'on va retrouver le plus communément. Et on va utiliser aussi de l'acier inoxydable 316 dans le cas où il y a des cas connus de problèmes de corrosion ou de gaz corrosifs. Ou ça peut être aussi dans les installations proches de l'océan avec des problèmes de brouillard salin, des choses comme ça. Donc, dès qu'il y a un problème de corrosion inhérent vraiment soit aux eaux usées, soit à l'environnement, on va passer à de l'acier inoxydable 316. Sinon, de base, on va utiliser le 304. Ça, c'est pour les matériaux de construction principaux. Pour tout ce qui est organes d'usure, comme des vis de compacteurs, par exemple, ou même les chaînes qu'on utilise sur certains de nos dégrilleurs. Là, on va privilégier des aciers carbone à haute résistance à l'abrasion
parce que étant principalement dans l'eau et pas directement en contact avec l'air, c'est l'air et la combinaison des gaz qui fait la corrosion. On préfère privilégier la résistance à l'abrasion, donc quand on compacte ou quand on doit convoyer dans de l'eau, la plupart du temps, les matériaux sont dans l'eau, donc ils ne vont pas être nécessairement sujets à de la corrosion dans l'eau. Par contre, il y a beaucoup plus de problèmes avec l'abrasion, avec le sable qui peut être présent dans les eaux usées, des choses comme ça. Donc, on privilégie en général des acides carbone avec haute résistance à l'abrasion pour les composantes qui elles, doivent résister plus à des sollicitations mécaniques. Parfait. J'avais une autre question. On a parlé beaucoup de dégrilleurs installés en canal. Évidemment, là, c'est possible également, tout dépendant du type de dégrilleur. Aurélien, tu pourras peut-être commenter au niveau de l'installation comme autonome là, dans son propre caisson. Oui, pour installer en canal. Oui, tout à fait. Bon, ça se pratique beaucoup sur des petites unités pour des petits débits, parce que quand on rentre dans des débits plus importants, comme l'a bien expliqué Denis, il y a toute une histoire d'hydraulique et de tranches d'eau, etc. Donc, dans ce qui a été présenté par Denis, on a vu le Rotark SB. Là, dans l'image qu'on voit actuellement en bas à gauche, donc ça, c'est la version en canal. Et tout à l'heure, la photo, on voyait la version installée dans une cuve acier. Donc, pour des débits, jusqu'à une certaine gamme de débit, c'est un type d'équipement, oui, qu'on va pouvoir installer dans des cuves en acier qui permettent donc de pouvoir avoir juste une connexion avec de la tuyauterie bridée standard en entrée et en sortie, ce qui évite vraiment de devoir de construire un civil plus complexe. Ça se pose sur une chape en béton et puis on l'ancre sur la chape en béton. Mais c'est pas disponible nécessairement pour tous les types d'équipements et surtout à cause des problématiques de débit. Donc le Rotark, qui est un peu notre équipement qui couvre l'entrée de gamme en termes de débit, arrivé à un certain niveau de débit, on est obligé de changer de technologie. En changeant de technologie, l'unité préfabriquée en cuve acier devient moins en fait pas nécessairement possible à la base et de toute manière serait beaucoup plus onéreuse si on devait construire un caisson pour des grosses tranches d'eau, ça ferait pas de sens. Donc, voilà. OK. Petite question ici au niveau, quand on parle de la vitesse de 1 mètre seconde, est-ce que c'est lorsque la grille elle est propre ou colmatée à 50%? Alors la vitesse, c'est une vitesse cible quand la grille est propre, parce que lorsqu'on fait les calculs, on est capable de simuler l'encrassement et de voir l'incidence que ça a théoriquement sur la vitesse. Par contre, c'est beaucoup plus complexe à simuler une fois que c'est dans le canal, parce que en fait, on peut faire des simulations, mais qui sont théoriques aussi, en utilisant du tape pour venir bloquer 50% des ouvertures, par exemple. Mais lorsqu'on construit un matelas filtrant, ce qu'on fait avec tous les types de dégrilleurs qu'on a, ce matelas filtrant-là, à quel moment il est exactement à 50% d'encrassement, c'est pas une donnée qu'on est capable de savoir. Il y a toujours. Ce 50% d'encrassement correspond peut-être à beaucoup plus d'encrassement en réalité si on devait juste remplacer ça par un tape. Donc la vitesse cible, qui elle était plus simple à démontrer aussi lorsqu'on a fait nos développements de produits, c'est une vitesse en eau propre. Et donc on fait une corrélation entre cette vitesse cible d'1 mètre par seconde en eau propre. C'est pour du 6 mm perforé au passage. C'est pas forcément la même cible pour différentes ouvertures non plus. Ou quand on passe à des barreaux aussi, c'est pas forcément la même cible. Donc on fait cette cible en eau propre parce que c'est celle qu'on a pu corréler avec des essais. Grandeur nature. C'est celle qui est facile donc ça nous permet de corréler. On simule l'impact de l'encrassement. L'impact de l'encrassement, on va plus le regarder, comme on l'a dit tout à l'heure, pour vérifier qu'on a encore, quand les grilleurs s'encrassent, la hauteur d'eau va monter en amont. On veut s'assurer qu'il y a encore une hauteur de revanche par rapport au plancher d'opération pour ne pas inonder. Donc ça, on le regarde plus sur cet aspect-là. Mais la vitesse, c'est vraiment effectivement en grille propre. Parfait. Je ne sais pas, c'est peut-être une question plus à développement, mais tu sauras nous le dire. Au niveau du dégrillage, quel dégrillage serait le meilleur pour installer en amont d'une station de pompage pour la protéger?
des graillages, hein, pas de dessablage. Parce que pour une station de pompage, ce qui reste la meilleure option pour une station de pompage en général, c'est le dégrillage à barreaux et à barreaux vertical, parce que en général, le puits de pompage étant là pour remonter l'eau au niveau du plancher d'opération, là où va se situer l'usine, on peut avoir donc ça arrive gravitaire par les égouts, ça peut arriver à des profondeurs quand même assez importantes. Donc l'idéal pour ne pas avoir prendre une place trop importante avec un dégrilleur qui sera incliné, on irait plutôt avec un dégrilleur vertical. Et puis pour protéger des pompes, un dégrilleur à barreaux, c'est suffisant. Les pompes en général peuvent faire passer des déchets maintenant qui peuvent aller un peu plus pratiquement de 4 pouces de diamètre, 3 à 4 pouces de diamètre. Donc un dégrillage grossier d'un pouce ou même un demi-pouce, quand l'hydraulique le permet, va être suffisant pour protéger des pompes. Donc, le Conflow, ou bien on prend pour acquis aussi qu'il y a peut-être un dégrilleur par la suite à la station même, là, à la station d'épuration même. Alors, c'est sûr que quand on fait du dégrillage à barreaux, c'est du dégrillage grossier quoi qu'il arrive. Exact. Donc, quand on a un puits de pompage, quand on vient faire ensuite du pré-traitement et qu'on cherche du dégrillage fin, dégrillage fin, ça serait de la plaque perforée. Oui. Donc, exact. Ça fera une deuxième étape. Mais c'est sûr que, de toute façon, un dégrillage fin aussi, quand on veut aller très fin, il est quand même mieux, surtout quand il y a une portion gravitaire, d'enlever les déchets grossiers, parce que si on veut limiter aussi le temps d'opération des dégrilleurs, il faut savoir d'abord enlever le grossier, puis le plus problématique pour les pompes, et ensuite pouvoir faire un dégrillage fin, et ne pas avoir de grosses problématiques sur un dégrillage fin, parce que il y a des morceaux de 2x4 ou des branches qui arrivent et qui pourraient… bon, il y a des dégrilleurs qui peuvent le prendre, mais donc ce n'est pas non plus leur fonction première non plus. Un dégrillage fin, il faudrait théoriquement qu'il y ait un dégrillage grossier en amont. Parfait. Peut-être dans les dernières questions, on nous demande si l'escalator, c'est dans la catégorie unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Alors, l'escalator, c'est un bidirectionnel. Oui, c'est clairement un bidirectionnel, donc c'est de la plaque perforée. Donc, comme le petit schéma que Denis a montré tout à l'heure, l'unidirectionnel, une seule direction, donc des barreaux bloquent dans une direction, les perforations bloquent dans 2 directions. La troisième direction étant si le Q-tip passe tout droit. Donc, c'est ça. Perforé, ça veut dire bidirectionnel dans tous les cas. Exactement. L'escalator est bidirectionnel. Laissez-moi juste un petit instant. Dans les dernières… Est-ce qu'on peut s'attendre à un bris plus fréquent ou d'autres types de problèmes quand on choisit d'installer un dégrilleur dans une cuve versus un canal? Si j'ai compris votre question, quand il y a des forts débits de 30 à 48 secondes. Je vois pas… 30 à 48 secondes. C'est peut-être pas déjà, premièrement, c'est peut-être pas dans le range des… non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on mettrait avec… mais sinon… On va peut-être développer cette question-là avec la personne. On dimensionne toujours le dégrilleur pour le débit maximum de pointe, donc le débit instantané des pompes, par exemple, s'il y a des pompes en amont, on le dimensionne sur le débit maximum instantané. Donc, que ce soit en canal béton ou en cuve acier, je dirais que ça ne change rien au niveau du dégrilleur. Dépendamment de la taille des pompes, si ça devait bloquer quelque part avec encore une fois un 2x4, quelque chose comme ça, ça bloquerait probablement soit dans la pompe, soit dans la canalisation après la pompe, mais pas dans le réservoir en lui-même. Donc, à ma connaissance, ce n'est pas une problématique, il n'y a pas de problématique particulière à ça. D'accord. Donc, on aurait fait le tour des questions. Si jamais il y en a d'autres qui arrivent que vous avez, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec Aurélien, avec mon collègue Denis Gariepi, avec moi, Valérie Lefebvre. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous renseigner là-dessus. Donc, merci à tous. Puis, on se revoit, on se reparle au prochain webinaire, certainement. Et on vous souhaite tous une très belle fin de journée. Merci beaucoup.